Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien donc sur Radio Fréquence Atlantique et ceux qui peuvent suivre l'émission sur Facebook, plus tard vous la retrouvez sur YouTube. Chaque semaine nous nous retrouvons pour commenter l'actualité et faire un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, je vais faire un point qui concerne la Martinique, mais plus généralement le monde, puisqu'il s'agit de la question du déboulonnage de statuts réactionnaires. Et en Martinique, il y aura un procès à cet égard. Donc, nous allons en parler. Et deuxièmement, en matière de déconstruction, justement, dans le prolongement, nous allons parler des moyens de déjouer les pièges tendus par le pouvoir colonial français. Donc, voilà pour le programme. Premier point, donc, la Martinique. Après 5 ans, où des jeunes, et quelques moins jeunes, avaient renversé des statuts représentant l'oppression coloniale en Martinique, le gouvernement français, la justice française, a décidé de juger ces militants dans le cadre de sa politique de répression. Alors, nous avons rédigé une déclaration, une tribune qui rappelle les faits et qui donne notre sentiment, tribune qui a déjà été publiée par certains sites et qui a été envoyée au niveau international. Je me contenterai donc de la lire pour illustrer ce point-là. Donc, le 5 novembre, 5 ans après les faits, 11 jeunes compatriotes, 6 hommes et 5 femmes, seront face au juge français à qui il appartiendra de dire si le déboulonnage de statuts glorifiant l'ordre colonial est un délit ou un acte de dignité. C'est le 22 mai 2020, date plus que symbolique puisque commémorant l'insurrection de nos ancêtres qui avaient en 1848 imposé l'abolition de l'esclavage. C'est donc à cette date que la statue de Victor Schœlcher, celui qui avait fait indemniser les esclavagistes et organiser leur maintien à la tête de la colonie, a été mise à bas. C'est le 26 juillet 2020 qu'ont été déboulonnées la statue de Joséphine de Beauharnais, épouse du tyran Napoléon Bonaparte, et celle de Pierre Denambuc, le flibustier français, qui a pris possession de l'île, massacré sa population et y a établi la colonisation française. L'action de ces militants a eu un retentissement international et dans plusieurs pays, des communautés qui étaient insultées en permanence par la présence de statues glorifiant leurs bourreaux ont continué le mouvement. Qu'on nous dise donc, au nom de quel principe, de quelle légitimité l'appareil judiciaire de l'État, qui historiquement a esclavagisé nos ancêtres, colonisé notre pays, et dont tous nos bourreaux sont ressortissants, un État qui maintient encore notre pays sous sa tutelle, peut-il s'arroger le droit de juger ceux qui s'attaquent au symbole de la domination? Au nom de la protection du patrimoine historique, disent-ils, oserait-il alors condamner les résistants qui ont nettoyé les rues de Paris de tous les symboles de l'occupation nazie? Vont-ils rechercher les traces des vestiges hitlériens pour les restaurer? Argument fallacieux pour nous imposer l'ignominie. Il nous revient en mémoire les images passant en boucle sur toutes les chaînes télévisées au lendemain de l'intervention états-unienne, de la mise à bas de la statue de Saddam Hussein. Tous les dirigeants politiques et autres bonnes consciences applaudissaient ce qu'on présentait comme un indispensable exorcisme. Et puisqu'aujourd'hui, on nous présente l'Ukraine comme une incarnation de la démocratie et de la résistance à l'oppression, puisqu'on nous dit que nous devons la défendre au prix du sacrifice de toutes les dépenses publiques affectées à la santé, à l'éducation et à la protection sociale,
les juges diront s'ils engagent les militants à suivre l'exemple ou si au contraire, ceux-ci doivent être condamnés. En effet, en Ukraine, près de 5500 statues commémorant la période soviétique ont été abattues à la suite de ce qu'on a appelé la révolution de la dignité en 2014. Un nom a même été inventé pour désigner cette vague de déboulonnage, le léninopade. Déjà après 1991, au lendemain de l'indépendance du pays, 2000 monuments avaient été détruits à l'ouest du pays. Pendant la révolution orange, 600 statues démolies, 600 autres entre 2005 et 2008. En 2017, l'Institut ukrainien de la mémoire a annoncé officiellement le démantèlement de 1320 monuments dédiés à Lénine. Tout cela a été applaudi par les démocraties occidentales. Nous nous sommes étendus sur cet exemple, car la question ukrainienne est d'actualité, et parce qu'il nous permet de rappeler que la destruction de symboles fait partie de l'histoire, qu'elle en est même parfois un moteur. Historiens et chercheurs organisent régulièrement des colloques et publient des contributions pour analyser la profondeur de telles dynamiques. Les États liberticides, fascistes, colonialistes, quant à eux, invisibilisent ou détruisent les symboles des luttes populaires, condamnent et emprisonnent ceux qui s'attaquent aux symboles de la domination. Qu'on se rapporte aux agressions du dictateur Trump contre les universitaires et les musées, on en sera amplement convaincu. Ainsi que l'appareil judiciaire tâche de réprimer des militants de la dignité, cela est dans l'ordre des choses. L'aveuglement des suprémacistes ne leur permet pas de réaliser l'ampleur de la vague qui balaie le monde aujourd'hui, comme la statue du marchand d'esclaves Edward Colston au Royaume-Uni ou celle du général confédéré Robert Lee aux États-Unis. Les symboles de leur domination continueront à être balayés. Le temps de leur hégémonie culturelle et mémorielle est terminé. Ainsi, nous qui avions débaptisé la rue Gallieni du nom d'un criminel qui avait, entre autres, présidé à l'assassinat de 45 000 Malgaches, nous voulons féliciter les jeunes qui, par leurs actes courageux, ont rappelé au monde que notre pays est colonisé, que notre peuple a droit à la liberté, à l'autodétermination et surtout à la dignité et au respect de son histoire. Nous leur disons merci d'avoir surmonté les agressions de la société qui jettent une partie de notre jeunesse dans l'enfer des toxicomanies de la délinquance ou qui les poussent au suicide. Merci d'avoir choisi la voie difficile de l'intelligence et de la résistance. Si le pouvoir judiciaire français commettait la faute de condamner ces militants-là comme il l'a fait pour les militants anti-chlordécone, il ne ferait que confirmer la continuité de la domination coloniale dans notre pays. Mais cela n'empêchera pas la roue de l'histoire de tourner. Viendra le jour où il sera effacé de toutes les rues et quartiers de Martinique décolonisés le nom de tous les négriers, esclavagistes et autres militaires qui ont fusillé les nôtres. Viendra le jour où les dernières statues glorifiant tous ceux qui ont opprimé notre peuple seront déboulonnés. Viendra le jour où nos manuels ne rapporteront plus l'histoire des chasseurs, mais celle des lions. Voilà donc la tribune que nous avons publiée en soutien aux militants qui sont persécutés pour leur dignité par le pouvoir colonial français. Alors cela va nous amener à parler des constructions, parce que derrière cette affaire-là, il y a des pièges qui se préparent. Et il nous faut donc déjouer tous ces pièges tendus par le pouvoir colonial français, directement en relation avec ce procès qui aura lieu du 5 au 7 novembre.
La stratégie du pouvoir colonial est la suivante. Il s'est rendu compte que en Martinique, les pensées identitaires souverainistes sont devenues puissantes. Que ces politiques réactionnaires ne sont plus acceptées par la jeunesse, par les mêmes personnes âgées qui étaient indéfectiblement liées à la République française. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ce sont les aides sociales, la sécurité sociale qui les faisait survivre. Ah, ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas français, les anciens. Mais il fallait accepter ce cadre-là pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger. Ne connaissant pas l'histoire des réalités qui ont permis qu'on ait la sécurité sociale, je veux parler du combat des militants communistes de l'époque, mais des luttes ouvrières en France aussi. Eh bien, n'étant pas conscient de tout ça et ne voyant pas comment s'en sortir, il s'accrochait à ce rêve-là. Or, la politique ultralibérale d'aujourd'hui fait qu'on saccage tous les droits sociaux. Donc, le gouvernement français se rend compte qu'il n'a plus de moyens de chantage, son fameux chantage au langage. Il voit une jeunesse qui se révolte, qui va devant les centres commerciaux pour exiger la réparation du crime d'empoisonnement chlordécone, qui jette des symboles de criminels qui trônaient dans la ville, et il se dit, cette position martiniquaise-là est trop importante pour nos survies, il faut couper la tête de tous ceux qui résistent, il faut empêcher que les informations, les connaissances se circulent. Donc, on a mis en place une stratégie pour pouvoir couper les têtes et décourager les hésitants. Chaque fois qu'un militant se dresse, il faut l'identifier et faire en sorte qu'il soit jugé, condamné et découragé de continuer. C'est un cycle de répression qui s'est mis en marche avec un mécanisme bien roulé. On en prend un, que la cause soit juste ou pas, qu'on ait l'intention d'éliminer, d'arrêter le procès, de renvoyer, on juge, on met des gendarmes, des forces de l'ordre autour du palais, et quand les militants, les sympathisants, les gens viennent dire libérer nos camarades, on cherche un moyen d'agresser, on envoie des lacrymogènes, des LBD, à Océanis, on les a nassés alors qu'ils étaient là, ne présentant aucun danger. Et là, grâce à ce coup de répression-là, on prend 2 ou 3 encore, et puis on a de nouveaux procès. Donc, répression, procès. On va revenir, libérer un tel, de nouveaux procès, de nouveaux... Et voilà, et puis les militants ne sont plus sur le terrain, les gens ne s'organisent plus pour résister, ils s'organisent pour venir recevoir des lacrymogènes et assister à l'arrestation de camarades. Ça, c'est le plan du colonialisme français. Donc, il nous faut contourner ce piège-là, contrecarrer les plans et reprendre la main. Comment ça va se faire? Il n'est pas question de dire de ne pas venir montrer son soutien, sa solidarité à des gens qui sont poursuivis. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas se mobiliser devant une entreprise en grève, dans un endroit, un centre commercial où on exige réparation. Il n'est pas question de dire non. Mais il faut dire, nous savons que nous allons sur le terrain de l'ennemi. Il nous tend un piège. Il a une stratégie pour prendre de nouveaux militants et faire de nouveaux procès. Donc, il nous faut aller avec organisation et avec une vision et surtout avec une contre-stratégie. Dans le cas présent du procès qui est fait contre les militants qui ont versé les statuts coloniales, la première chose à dire, c'est qu'il faut venir en masse. Parce que plus il y a du monde, plus c'est difficile pour que le piège fonctionne. S'il y a 100 militants là, bon, c'est facile de les gazer.
Mais s'il y a des milliers de gens, de tout âge et de toute stature sociale, c'est plus difficile. Donc, première façon de détourner le piège, c'est de venir en masse. Quand il s'agit d'un procès aussi important, c'est un devoir qu'on se mobilise en masse. En sachant que, au-delà de ce procès-là, c'est la lutte du peuple martiniquais qui est en cause. Et nous avons déjà montré que des grandes mobilisations arrivent à faire le pouvoir reculer. Quand le pouvoir colonial français avait fait adopter une loi sur les effets positifs de la colonisation, on a vu des milliers de gens de tous bords qui avaient mis de côté leur division politicienne, des gens de tous bords, il y avait même des gens qui se disent de droite, avec des banderoles pour dire c'est une insulte, la colonisation ne peut pas avoir d'effet positif. Ça a mis le gouvernement en difficulté, il a reconnu. Donc, si le gouvernement, le pouvoir colonial s'attaque à des choses fondamentales, à des militants jeunes, conscients, on l'a dit tout à l'heure dans la déclaration, dans la tribune, mais il faut insister sur ça. Nous avons le devoir de protéger des jeunes qui ont le courage de lire, de s'informer et de connaître leur histoire et de venir dire nous voulons respecter la dignité. Ah bon? Parce qu'on préfère qu'ils soient dans la rue, envoyer des roches à tirer des chaînes dans le cou des grandes personnes ou à se tuer au croc. C'est comme ça que nous luttons. Et s'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas de perspective. Donc nous, peuple martiniquais, et surtout ceux qui aiment à critiquer les jeunes, devons faire bloc pour montrer à ceux qui ont le courage de militer, nous sommes à vos côtés. Mais au-delà du soutien à ces jeunes-là, c'est la cause martiniquaise qui est en question. J'ai parlé de la loi sur les effets positifs de la colonisation, mais venir se mobiliser pour dire au pouvoir colonial qui refuse de donner le moindre pouvoir aux instances politiques, qui refuse d'engager nos enfants à des postes de responsabilité, et puis qui envoie des expatriés racistes arrogants faire la loi de notre pays, venir montrer qu'il y a un peuple uni autour de ces valeurs de dignité, mais c'est servir le peuple martiniquais au-delà de la solidarité qui est exprimée vis-à-vis des militants qui sont poursuivis. Donc c'est une façon de bloquer la stratégie du pouvoir colonial. Donc ça c'est le deuxième point que sur lequel je voulais insister. Il faut venir en masse. Deuxième point, il faut que cela soit un acte de résistance pour notre dignité globale et pour que nous soyons respectés. Mais, une fois qu'on a dit ça, on vient nombreux, quel que soit le nombre, le piège colonialiste est toujours là. Et il est absolument important que nous ne nous laissions pas manipuler. Parce que l'État français a des tactiques pour discréditer les luttes, notamment dans les manifestations, devant le tribunal ou tout autre lieu où il y a une manifestation. On envoie des provocateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un provocateur? C'est quelqu'un qui travaille avec la police, que la police tient parce qu'il a commis un délit, on lui dit, bon, on ne te met pas en prison à condition que tu fasses ça pour nous, ou bien quelqu'un qui est salopard, qui est d'accord pour servir toutes les mauvaises causes, c'est un nervi. Donc, la police utilise ces gens-là pour commettre des exactions dans les manifestations et avoir un prétexte pour foncer, pour envoyer des lacrymogènes et arrêter de nouveaux militants. C'est ça les provocateurs. Vous avez déjà entendu parler dans toutes les manifestations en France même et en Europe en général, il y a ce qu'on appelle les black blocs, qui s'habillent en noir, cachés bien sûr, on ne connaît pas leur visage, et qui vont casser des vitrines, mettre du feu, etc., envoyer
des poubelles, battre des vieilles femmes, etc. Et là, la police va venir défendre le citoyen, va venir protéger la population, empêcher que des fascistes... Bon, non. Mais ces gens-là sont en complicité avec la police. On a eu l'occasion de voir une vidéo circuler, elle n'est pas restée longtemps sur YouTube, où on montrait que le groupe Black Bloc parlait dans une rue écartée avec des policiers, et puis plus tard, allait faire les exactions. Donc, provocateurs qui sont missionnés, payés pour salir le mouvement et justifier. Pourtant, c'est des voyous, c'est des bandits, des vagabonds, etc. Par exemple, dans les barrages, il y a énormément de jeunes révoltés, conscients, sincères, qui en veulent à la police, et aux gendarmes qui les traitent de façon, etc. Mais il y a systématiquement des provocateurs qui viennent dire « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». De façon, tirer un coup de balle aussi, éventuellement un coup de revolver, pour qu'on dise « ce mouvement-là, c'est un mouvement de voyous ». Mais les provocateurs, eux, sont payés, ils sont protégés, et ils ne font pas longtemps en prison. Hein. Ils font pas, sauf on peut les arrêter pour faire pour une mise en scène, mais ils ne restent pas longtemps en prison. Permettez-moi, puisqu'on parle souvent de la nécessité de la transmission, de vous rapporter une expérience vécue sur la question des provocateurs. Il y a une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, notre organisation accompagnait des Martiniquais dont des expatriés volaient les maisons avec la complicité de juges et de gendarmes. Il y avait une vingtaine de cas recensés. Et notre organisation avait monté une opération sur le long terme. On allait récupérer les maisons. Ce n'est pas pour jouer à l'ancien combattant, mais je rappelle aux gens qui disent les anciens pas rien fait à rien, qu'il y a des choses qui se sont faites avant eux. Bref, donc les militants allaient récupérer les maisons avec une discipline extraordinaire. Pas de cris, pas de mouvement. On prend les affaires du voleur de maison, on les arrange en carton, on les dépose dans la rue. Et on remet au propriétaire sa maison. D'ailleurs, pour l'histoire, les gens qui demandent la transmission, il faut qu'on en fasse. Et cet exemple-là est donné pour l'histoire de piège également à éviter. Une maison en particulier, prenons une minute pour raconter ça. Une dame vient de finir sa villa avec son mari, prêt à la banque, et puis le mari fait un accident mortel. La dame ne peut pas payer ses échéances à la banque. Donc, elle loue pour un expatrié cette maison. L'expatrié ne paie pas. Plusieurs mois. La dame fait des procès à traîne. Les gendarmes de la commune en question à l'époque, c'est Rivière-Pilote, je vous signale, viennent chez la dame pour lui interdire d'aller devant la maison de leurs compatriotes expatriés. Et on va saisir la dame à la banque. C'est l'un des cas, l'une des dizaines de situations où les militants sont intervenus. Quand ils arrivent, piège, la femme et un petit enfant seuls dans une chambre, en train de crier, le monsieur s'est taillé, et on arrive, comme je l'ai dit, discipline, on met tout en carton, bien arrangé, devant, etc. Et brutalement, des corps de gendarmes arrivent. Parce qu'ils étaient au courant. Le piège était tendu parce que ces messieurs-là laissent la dame, pour qu'on dise, une soixantaine de nègres sont venus agresser une malheureuse, etc. Et puis là, la question de la justice de la cause de la propriétaire s'était effacée. Eh bien non, quand les gendarmes sont arrivés,
il n'y a pas eu, on n'est pas tombé dans le piège. On est allé parler aux gendarmes. On leur a dit tout est sous contrôle. Regardez, on a imposé une situation où les gendarmes ne pouvaient pas intervenir. Et on a fini le travail. Pour la petite histoire, le travail a été terminé en emportant les fenêtres et les portes de la villa concernée. Messieurs les juges qui aiment les procès, poursuivez-nous pour ça. C'est illégal, poursuivez-nous pour ça. Bref, on a enlevé portes et fenêtres. Finalement, la dame a pu récupérer son logement. Mais ce grand détour-là que je faisais pour parler de piège, pour arriver à une autre situation au bout du Robert, où, dans le même cas, un monsieur vole la maison de maçon qu'il a faite parce qu'il a besoin de... non, il ne peut pas. Ah, vous n'avez pas de titre de propriété, cette maison, elle est sur les 50 pas. Donc, l'équipe est allée vider la maison, ranger les choses, sauf que le bonhomme tente de prendre un revolver qui est repris dans sa main, mis en sécurité, et arrive quelqu'un qui nous dit pitchez ça, un vieux blanc, pitchez ça. Permettez-moi au témoin de site qui était sur place de vous dire, il n'est pas question. Aucune violence, pas question, vous ne touchez pas. Et le bonhomme qui dit, soi-disant, j'ai révolutionné, j'ai pas tué un blanc. Permettez au témoin de dire, puisqu'il était sur place, il s'agit de moi, je dis, maman, il y a un grand révolutionnaire qui a besoin de tuer un blanc là. Alors tout le monde en partie, quitter la place là-bas pour y tuer blanc, puisqu'il révolutionnait les tueurs blancs. Sur ce, le monsieur crie, bon, maman, excusez-moi, hein, c'est ce qu'il a dit, et il s'en est allé. C'était un provocateur. Nous l'a payé, nous l'avons identifié, qui est au main de la police. Alors, chers militants, militantes, sympathisants qui allaient en manifestation, nous devons faire attention aux provocateurs. Et ils ont une façon de dire, ils sont pas courageux, ils sont pas dit green, comme ce monsieur-là. N'ayez pas de complexe, ça, on va dire que je ne suis pas révolutionnaire. Vous devez avoir la volonté de dire, je sais ce qui est bien, je ne tombe pas dans le piège, monsieur, si vous voulez faire baillou, moi pas qu'à faire. Et là, alors, autre chose, il y en a qui viennent avec des panneaux, ça c'est vu en France, exterminer les juifs. Quelqu'un ici pourrait venir tuer tout blanc. Il a été payé pour venir faire ça, donc, légitimement, les policiers ont raison de venir saisir cette pancarte et profiter pour prendre des militants autour, etc. Nous devons refuser de tomber dans les pièges en disant « Il n'est pas bon m'en parler. J'ai ma conscience, j'ai mon idéologie. Je sais que je veux l'unité. Je ne veux pas d'affrontement dans ces conditions-là. » Ou les faits, aller l'autre bord, bon, et puis fait tout seul. Montez-nous. Et puis aussi, je me pose la question, mais mon n'a dit moi ça. Mon n'a levé ça. Est-ce que je l'ai jamais rencontré dans une réunion de réflexion? Est-ce que je l'ai jamais rencontré dans une organisation de travail sur le terrain pour aider des ouvriers, pour aider des artisans? Mon nom, il sort du néant. Vous ne le connaissez d'aucune manière dans un travail d'organisation, de solidarité du peuple martiniquais. Il vient dans une manifestation vous dire, fais ça, vous l'écoutez. Vous pensez que c'est une preuve de courage d'écouter? Non, ça il prend la vol parce qu'il sert le camp ennemi. Et l'autre élément de réflexion, vous savez ce que c'est que le rapport de force. Rapport de force, si ni chessbook, et puis bâton, et puis grenade, et puis couteau, et puis tout celle-là, et puis tichou, ou kavignan léo, ou pas, on se taille. On se taille.
C'est pas parce qu'on est capot, c'est parce qu'on a le droit de protéger sa vie. Vous allez devant un tribunal. Les juges qui sont là appartiennent à l'État colonial. Les forces de l'ordre qui sont là obéissent à l'État colonial. Vous êtes là avec des enfants, des femmes, des civils, sans rien dans votre main. Et puis, vous envoyez une roche. Ce n'est pas de la révolution, ce n'est pas de... C'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité. On ne va pas se battre sur le terrain de l'adversaire. Donc, venons très, très, très nombreux, mais assurons-nous que les choses sont cadenassées. Si vous voulez faire de la lutte armée comme vous le prétendez, allez la faire de façon clandestine ailleurs. Les black box qui viennent dans les manifestations cassées, pourquoi ils ne vont pas attaquer les ennemis la nuit ailleurs sans mettre en danger la population? C'est parce que ce sont des provocateurs. Donc, nous qui ne voulons pas tomber dans le piège de l'ennemi, il nous faut absolument aller dans les manifestations, mais de façon organisée, de façon réfléchie, en faisant attention à isoler les provocateurs. Ça, c'est pour l'extérieur. Et puis, souvent, nous avons assisté, tous les militants qui sont dans les manifestations peuvent en témoigner, des gens qui passent, qui viennent, qui demandent c'est quoi, ou qui disent je ne suis pas d'accord. On est plus agressif, plus violent vers ces personnes-là qu'avec le pouvoir colonial français. Ah, c'est des couillons, pas qu'on est rien, c'est pas notre qualité, et vous êtes là, les entendez nous. C'est un provocateur ou c'est un inconscient. Parce qu'on a besoin du soutien du peuple. Le peuple a les mêmes intérêts que nous. L'explication. Mais maman, mais non, c'est tellement lié. Nous avons fait ça pour telle raison. Que la personne ait compris ou pas, ce n'est pas un problème. Nous devons rester pédagogues, calmes, sereins et nous interdire d'insulter des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas, vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs, participer à une manifestation. Vous ne savez pas si la personne a un problème qui la tracasse ou bien si elle est sous le coup d'une pression, etc. Non. Vous devez respecter la personne. C'est l'ennemi, on sait qui il est. C'est vers lui que nos coups doivent porter. Donc, ça c'est l'extérieur du tribunal. Je veux quand même dire rapidement sur l'intérieur du tribunal, parce que nous avons vécu cela aussi. Ça fait pas longtemps, mais bref, je ne prends pas l'exemple pour ne pas mettre des gens en cause. Vous êtes dans une salle de tribunal. Vous avez des camarades, soi-disant que vous êtes venus soutenir, qui sont jugés par des juges qui sont face, et puis dans la salle, vous injuriez le juge. Vous êtes révolutionnaire, vous êtes solidaire, vous faites du cinéma, parce que vous avez un problème. Et quand un militant âgé vous dit, maman, ça caille tout, ne caille là. Ah, je connais mes droits, j'ai piqué. Non, arrêtez. Vous avez un problème. Mais vous coulez la personne que vous supposez soutenir. J'ai même assisté une fois. Il y a une suspension d'audience et une personne venue en solidarité va vers les gendarmes qui poursuivent la personne en question, leur donner des tracts. Ah, mon papa, c'est de l'inconscience. Quand on est dans le tribunal, on se dit que les gens qui sont là, on ne va pas les convaincre. Ils sont là pour faire leur travail. Qu'ils disposent de lois pour utiliser les événements, et vous savez que j'aime donner des exemples, je donne un rapidement. L'Union des femmes avait été traînée devant les tribunaux parce qu'un gros gradé de l'armée battait sa petite femme de 50 kilos. Et l'Union des femmes ayant fait un tract pour dénoncer ça, a été traînée devant les tribunaux pour diffamation. Je suis au fond du tribunal, au fond, près de la porte. Et c'était Raphaël Constant, qui était avocat, qui fait dans sa plaidoirie, qui dit
Mais, oui, mais l'armée française est en danger. Si un gros gradé militaire formé aux armes, etc., comme ça, se laisse maltraiter par une petite dame de 50 kilos. Alors moi, je souris. Ça m'a fait plaisir, la blague. On fait l'argument. Le juge qui est en face a dit, vous troublez les travaux, je vous fais expulser. Alors moi, je regarde qui a, puisque je n'ai pas conscience. Là. Oui, ne faites pas semblant, c'est vous. J'avais été... Évidemment, c'était une façon de casser le tribunal. Mais comme nous avons appris à maîtriser nos émotions et avoir l'intérêt de l'accuser injustement, j'ai mis les mains pieusement. Oh, excusez-moi, je me suis fait tout petit pour enlever au bonhomme un argument pour casser le procès. Bien, et puis après, en sortant dehors, je l'ai rencontré en face à face, je lui ai fait comprendre que l'un ne respectait pas l'autre, pour dire ça gentiment. Pour dire qu'il y a des pièges. Nous sommes dans le tribunal du monsieur, du pouvoir. Quand même, parlez. Si vous ne pouvez pas contrôler corps, parlez. J'ai insisté sur cette affaire de ne pas tomber dans les pièges pour dire que nous devons avoir notre stratégie pour nous opposer à celle des Français. Quand nous demandons la stratégie dans cette affaire de statut, c'est que nous allions en masse, de façon très disciplinée, avec l'explication que nous refusions de nous laisser entraîner par l'émotion ou par les tisons des provocateurs. Et puis, quand nous sommes sortis du procès, nous travaillons à nous organiser, à nous former, pour préparer des mobilisations valables. Et puis nous choisissons les endroits où nous devons affronter le colonialisme, où nous sommes en position de force. Nous ne pas qu'à Bougla et pour bailler, non, pour qu'il ait d'autres procès de sa ligne de mire. Donc voilà ce que je voulais entendre avec l'histoire d'éviter les pièges. Gardons à la tête que l'ennemi est organisé. Quand le policier vient là, il a des consignes. Il obéit à des ordres. Quand le juge vient là, il a des consignes. Il obéit à des ordres. Okay. Tout est structuré. Il n'y a pas un qui fait à sa tête. Donc vous avez une armée structurée, organisée, qui a un plan pour vous attirer dans des pièges, et puis vous allez là, c'est le plus fort qui crie. Non. Nous devons comprendre que nous sommes dans une lutte contre un occupant colonial. Et que nous devons nous organiser, nous former et préparer les actions que nous faisons. Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine.